Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Baumann et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur Instant Cactus, le podcast qui donne la parole à des individus inspirants, au parcours remarquable. Cet épisode s'inscrit dans le cadre d'une série consacrée aux humoristes émergents de Suisse romande. Il s'agit d'une collaboration que j'ai le plaisir de mener avec le Cossy Comedy Club, une référence incontournable du stand-up roman, situé dans le quartier de Carouge à Genève. Le Cossy Comedy Club et Instant Cactus vous invitent donc à passer en coulisses pour découvrir, au-delà des vannes, cette nouvelle scène d'humoristes romans qui sait nous faire rire de tout. Bonne écoute! Pour ce nouvel épisode de la série à la rencontre des humoristes émergents de Suisse romande, en collaboration avec le Cossy Comedy Club, j'ai le plaisir de discuter ce soir avec Nadim Kane. Salut Nadim. Salut. Bienvenue sur Instant Cactus, ça fait plaisir de parler avec toi. C'est un plaisir d'être là. Je trouve que c'est un excellent spectacle, je tiens à le dire. Merci. Donc, merci beaucoup pour ce bon moment. Et alors justement, humoriste. Tu voulais être humoriste quand tu étais gamin ou c'est venu sur le tas ? Alors, je voulais et c'est venu sur le tas en fait. C'est pas un ou, c'est les deux. C'est clairement les deux. Après, comme j'en parlais dans mon spectacle, je suis un gamin des 80s et c'est vrai pour moi dans ma tête, il y avait un peu cette notion du spectacle, c'est du divertissement avant tout et c'est pas un métier. Il y avait un peu ce truc où tu avais dans la tête et puis que même si t'aimais ça ou t'en rêvais ou ça pouvait t'inspirer, en fait, c'était tellement simple dans l'approche où on t'a éduqué de dire non, mais moi, c'est le commerce. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais une mallette. Voilà, c'est ça, j'aurais une mallette. Et en fait, c'était en fait une question que je me posais pas par défaut. Pas une perspective de carrière, ouais. Okay. Mais c'était quelque chose qui m'a toujours passionné, que ce soit le chant, la danse, le théâtre. J'ai toujours été dans la performance scénique, entre guillemets, depuis tout petit. Donc, dans ta famille, avec les potes, c'est un peu toi qui faisais rire les autres ou même pas forcément à l'époque? C'était c'est un mix. Des fois, c'est moi. Mais souvent, c'est d'autres, en fait. C'est ça qui est marrant. C'est qu'on a un peu une double casquette. On n'est pas forcément les humoristes, les mecs les plus drôles que tu as dans ton entourage. Et souvent, c'est le fait que, d'un côté, t'es drôle, mais que t'as aussi une capacité à prendre un certain recul sur ce qui se passe autour de toi. Donc, en fait, tes potes peuvent faire des absurdités sans nom, à 100 à l'heure. Et en fait, toi, t'es en fait plus le mec silencieux. Mais dans ta tête, t'es en train de prendre des notes de fou. T'es plus dans le contrôle, mais l'analyse. C'est ça, il y a un peu un mix entre les deux. Et donc, pour moi, il faut démystifier un peu ce truc de t'es humoriste, donc t'es le plus drôle de la bande. Ouais. Et en fait, vraiment pas forcément. Parce qu'il y a des personnages tellement fous qu'on rencontre quand on est gamin. Et ces gens-là, ils vont jamais avoir une vocation d'aller sur scène. Le moment où tu leur donnes un micro, ils sont muets. Pétrifiés, quoi. Ils sont pétrifiés. Mais en off, c'est les gens les plus drôles, mais d'instinct, tu vois. Et ça, c'est les gens où on adore être entouré de ces gens-là parce que justement, c'est les petites pépites qu'ils nous donnent comme ça. Ouais, puis ça te dédramatise, je pense, un peu le tout, ça. Quoi. Ouais, tout à fait. Et alors, c'était quoi, en référence à Instant Cactus, ton moment typique? À quel moment tu t'es dit, en fait, je vais être humoriste et je vais faire de la scène? Et vraiment, je vais en faire mon métier, pour revenir à ce qu'on disait. Le déclic, c'était, je pense, l'âge, en fait. C'est plus avoir cette maturité. Il y a des gens qui l'ont très tôt, mais avoir cette maturité pour être plus conscient de qui on est et ce qu'on veut dans la vie. Voilà, moi, je suis admiratif de certaines personnes qui, à 18 ans, avant même de faire leurs études, ils sont déjà tellement clairs sur ce qu'ils veulent. Moi, j'aurais rêvé d'avoir ça, tu vois, mais j'avais pas ce déclic-là et c'est un moment différent pour chacun. Et pour moi, c'était vraiment là récemment où j'avais un peu, comment dirais-je, tiqué toutes les boîtes que je devais tiquer. J'ai fait tout bien, comme tout le monde voulait, autour de moi. Et une fois que j'ai fait tout ça, j'avais cette question un peu existentielle qui disait « Et puis maintenant quoi ?» Ouais, j'ai fait tout bien, mais qu'est-ce que je veux pour la suite ? Et pour moi, c'est là que c'est devenu de plus en plus une évidence, sachant que pendant tout le temps, c'était toujours un hobby que je faisais à côté, avant de me lancer à 100%. Donc ça fait quand même longtemps que je suis dans le monde du spectacle. Mais le déclic, il s'est fait récemment, 3 mois avant le Covid, quand je l'explique dans le spectacle. Mais ouais, je suis fier de ce choix. Puis je vais continuer à batailler tant que je peux pour que ça devienne quelque chose qui puisse tenir sur la durée. Et tu disais que tu avais coché toutes les cases. Alors c'était quoi ces cases? Qu'est-ce que tu faisais avant, dans une autre vie? J'étais acheteur dans une multinationale pendant pratiquement 10 ans. C'est pas que j'ai tiqué toutes les boîtes, mais c'est un peu une manière de dire, voilà, t'as un CV qui tient la route. Si t'arrive quoi que ce soit, tu peux un peu te protéger, couvrir tes arrières, etc. Et pour moi, il y avait un peu c'était presque un devoir un peu, que ce soit envers les parents ou envers toi-même, de te dire, le monde est fait d'une certaine manière et on va pas se leurrer, le monde artistique, c'est pas le truc le plus stable. Et je voulais chercher quelque part
j'ai toujours été dans la zone grise, moi. J'ai toujours été quelqu'un de très entre deux. Et donc, du coup, j'avais à cœur de bâtir un background, si on peut appeler ça comme ça, avoir un CV qui tienne la route et me dire, bon, maintenant, je vais me faire kiffer. Et si ça se passe pas bien, j'ai toujours quelque chose sur lequel je peux rebondir au cas où ma vie, elle prend une direction différente. Donc, c'est pas nécessairement un truc de je suis perfectionniste ou je veux tout contrôler, pas du tout, parce que c'est loin d'être mon personnage, mais juste de me dire, bon, bah, voilà, j'ai quand même couvert mes arrières et je sais que voilà, si ça se passe mal, je vais pas dormir sous un arrêt de bus. Ouais. Donc, voilà. Justement, tu parlais de personnage. Quel est le tien sur scène? C'est quoi ton style? Je pense pas avoir nécessairement un personnage, c'est beaucoup de juste une exagération de traits de qui je suis au quotidien. Naturellement, il faut que ça puisse être, que ça se vende sur scène, donc du coup, on est obligé un peu de grossir le trait. Mais c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé l'humour, il y a tellement d'influence, on a tellement envie d'être ce qu'on voit, que souvent, sans s'en rendre compte, on n'est plus trop la même personne sur scène que celle qu'on est dans la vraie vie. J'essaye de retrouver un équilibre, entre guillemets, et d'être le plus moi, parce que c'est là que ça se passe le mieux, en vrai. Quand le public a le ressenti que, en fait, c'est vraiment la personne qui est en train de nous adresser la parole. Comme je te disais, j'ai fait beaucoup de théâtre avant, et bien que j'adore cette discipline, et des fois je m'éclate, et quand j'étais gamin, j'ai fait pas mal de pièces et tout, et c'était vraiment génial. Là où j'ai été séduit par le stand-up, surtout, c'est cette opportunité de casser ce quatrième mur, d'être avec le public et de faire en sorte que ce soit un vrai moment d'échange, de partage. Et ça, on peut que le faire si on est authentique et honnête avec les gens. Si on ne l'est pas, ça se ressent très vite. Et on peut faire rire parce que ça marche, mais ça va pas tenir très longtemps. Ouais, et souvent, les gens vont me dire, j'ai bien ri, mais il a parlé de quoi? Ah, je sais pas trop, mais j'ai ri. Donc, il y a moins d'impact, en fait. Donc, ouais. Donc, t'as un style, mais sans être dans un personnage. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense que tu le résumes assez bien. Et comment est-ce que tu crées, en fait? C'est quoi ta façon, ton processus créatif? Est-ce que tu te poses? Tu disais que tu observes beaucoup. Est-ce que tu te poses pour écrire? Je me pose pas pour écrire, je me pose pour développer. Alors, je m'explique. La plupart des stand-uppers, enfin moi y compris, c'est souvent des moments complètement rien à voir, où il y a deux connecteurs dans ton cerveau qui mettent deux idées ensemble, et d'un coup, il y a cette étincelle. Et cette étincelle-là, en fait, c'est le début du processus créatif pour nous. Et ces moments-là, c'est les plus importants. La suite, c'est de la technique. Et là, oui, on se pose et on travaille pour prendre cette petite idée, cette petite étincelle, et en créer quelque chose, et en faire quelque chose qui puisse être consommé par le public. Et la partie de travail, on est très procrastinateur dans ce métier-là. On va pas se leurrer, mais voilà, c'est la partie où on va vraiment travailler la technique, prendre l'idée et vraiment l'amener au bout de la réflexion, la tester sur scène, revenir, retravailler, laisser la spontanéité aussi sur scène, qui fait souvent qu'on a des petits moments d'impro où on complète des vannes et on ne les avait pas du tout prévues. Donc ça, c'est toute cette partie-là de travail. Ça t'arrive souvent? T'arrives à improviser régulièrement? Ouais. Parce qu'après, chaque humoriste fonctionne différemment. Moi, je fonctionne beaucoup par bullet points. C'est-à-dire que j'ai un peu les thèmes que je veux aborder, je sais ce que je veux dire, et j'essaie au maximum de faire en sorte que la dynamique de la soirée m'emmène là où j'ai envie d'aller avec le public. Et souvent, ça donne lieu à des surprises, à des choses que je n'avais pas du tout prévu de dire. Là, ça fait 6 mois qu'on n'a pas joué. Je me suis forcé à pas trop relire mon texte et me dire, ça fait 6 mois, c'est pas sûr que tu connais tout, mais ton histoire, tu la connais. Et le plus important, c'est que tu sois avec le public et que tu la racontes. Et à partir de là, ce soir, il y a eu plein de moments, par exemple, qui étaient complètement off-script et qui n'étaient pas du tout prévus à la base. Mais c'est ce petit pourcentage, en fait, que tu t'octroies de liberté pour justement sortir des pépites. Parce que souvent, en fait, le cerveau, quand il a l'adrénaline, c'est là qu'il sort les meilleures idées. Meilleures vannes, ouais. Les meilleures vannes. Quand t'es posé avec des potes dans un resto, puis que ça fuse dans tous les sens, et d'un coup, tu sors. Pourquoi? Parce que t'as cette adrénaline-là. Ou les moments où t'es bien. Ouais, puis tu penses pas trop. Tu penses pas trop d'autres choses. Et typiquement, quand je suis sous la douche ou que je me coule un bain, c'est souvent des moments où, en fait, il y a trop d'idées qui fusent. Alors que tu te dis, tu prends ta douche du matin, il n'y a rien qui te dit. Tu sais, c'est le moment où tu vas avoir ton nouveau spectacle. Non, mais c'est vrai que c'est rare que quand il y a ce syndrome de la feuille blanche où, j'allais te demander. Où souvent les gens te disent, je sors ma feuille, il n'y a rien qui se passe. Et c'est vrai que
Pour nous, c'est souvent compliqué, surtout pendant le Covid, où, selon les styles d'humour, souvent, des gens comme moi, je fais beaucoup d'humour de situation, je fais beaucoup de ce type d'humour-là, qui fait que souvent, il faut que je vive des trucs Oui, pour pouvoir pour rebondir pouvoir dessus, les rebondir dessus, transformer et tout. pour les transformer, pour pouvoir en parler. Si je vis rien, comme là, les 6 derniers mois, c'est compliqué, en fait, d'avoir ce... Et c'est un style d'humour qui requiert, entre guillemets, une part d'expérience et de vie pour après pouvoir le transmettre et le partager avec les gens. Mais le syndrome de la feuille blanche, c'est un peu à double tranchant parce que d'un côté, je suis d'accord, et de l'autre côté, ça peut être très frustrant parce que je trouve que souvent, c'est un peu une excuse que beaucoup de gens se donnent quand ils sont plus créatifs. La discipline s'est développée assez aujourd'hui pour dire non, il y a des techniques qui te permettent d'aller creuser. Il y a des questions que tu peux te poser comme une séance avec un psy, en fait. T'as des exemples, juste par curiosité? C'est quoi ces techniques? C'est juste en fait, d'essayer de retracer dans le passé, par exemple, qu'est-ce qui te procure des émotions, qu'est-ce qui te marque, et souvent, en fait, c'est un espèce de brainstorming avec toi-même, et souvent, les choses, elles ressortent. Tout ça, c'est pour ça que souvent les stand-uppers, ils parlent un peu de leur vécu, de leur vie, ce qu'ils ont. Et souvent, on se dit, mais c'est des trucs méga personnels et tout. Et parce qu'en fait, c'est des trucs qui ont tellement marqué, émotionnellement parlant, que tu as quelque chose à dire. Tu as un sentiment il y a un angle à sortir. Et cet angle-là, comme c'est ton expérience, c'est que toi qui peux l'avoir. Et souvent, c'est ces pépites-là qu'on aime bien retrouver aussi chez les stand-uppers, où c'est pas juste 1 heure de vanne pour 1 heure de vanne. Parce que tu vas sortir et tu vas dire, je ne connais ni la personne, ni son contenu. Mais il y a des moyens de quand même sortir de cette fameuse feuille blanche. Je suis d'accord qu'elle peut arriver de temps en temps, mais faut pas abuser non plus. La question suivante, je voulais te demander, qu'est-ce que c'est pour toi la vanne qui pique? Celle dont, je sais pas, t'as le plus honte à la limite, ou celle qui n'a pas marché, celle qui a été mal comprise, où tu t'es dit, on la fera plus jamais celle-là? Oui, il y en avait beaucoup. En fait, ça fait partie de notre quotidien, ça. C'est dur de te dire un truc qui... Après, je pense que là, on a aussi... Parce que quand tu parlais d'une vanne qui pique, il y avait aussi la partie, justement, quand tu t'es gouré, où il y a un truc qui est mal passé. On est passé, en fait, dans le stand-up, d'une phase très... presque... Enfin, je n'ai pas envie de dire communautaire, parce que c'est un mot qui est un peu balancé dans tous les sens. Mais il y avait cette vision un peu du stand-up, où c'était tout de suite... c'est un truc de minorité, et puis on est là pour taper sur le dos des autres. Les Chinois, ils font ci, dire des choses désagréables, les Portugais, ils font ça, les machins. Et il y avait vraiment un truc c'était un peu le open space des clichés, en fait. Et aujourd'hui, celui qui est encore sur ce terrain-là, tu sens qu'il est plus à sa place, en fait. Ouais, il est marginalisé presque. Il est presque marginalisé parce que, hormis quelques clients qui sont encore friands et clients de ça, ça commence à disparaître, et heureusement pour la discipline. Et pour revenir, ça, c'est des moments piquants où des fois, quand t'as le réflexe de sortir une blague un peu sur un noir, sur un arabe, sur un machin, mais d'instinct, tu vois, mais un truc que tu vas fort probablement dire avec tes potes chez toi, autour d'une table, dans l'intimité. Et là, tu le sors, et c'est pas méchant, c'est un truc d'instinct qui sort. Et là, tu fais oh, et tu sens dans la salle que les gens sont là, next. Enfin, voilà. Donc, on est vraiment passé à une autre phase. Et ça, je trouve c'est cool parce que ça pousse les humoristes aussi, et moi y compris, à aller chercher plus loin dans les propos, à aller vraiment développer les angles beaucoup plus poussés et arriver avec quelque chose où on se dit, bon voilà, là c'est du Nadim, là c'est du tel, là c'est du tel, et on arrive vraiment à creuser ça. Avant, on était au début de la discipline et c'était très surface. C'était... on se dénigre tous, on s'insulte tous. Oui, on tape sur les origines, le genre, la sexualité. Et ça fait pas. Pour moi, ça fait ni avancer d'un point de vue sociétal, ni avancer d'un point de vue personnel en tant qu'humoriste. Donc, et puis au bout d'un moment, c'est plus drôle, en fait. C'est ça. Juste tout simplement. C'est ça. Tu te rappelles de ta première scène? Ouais. Première scène en stand-up. Hein. Oui, en stand-up, parce que quand je faisais du théâtre à l'école, t'as déjà eu un peu parenté un peu marrante, mais comme je faisais du théâtre à l'école, j'étais très old school dans la manière dont on m'a en fait inculqué les choses, parce que j'étais dans une classe où on faisait du Shakespeare, on faisait du Oscar Wilde, on faisait des pièces différentes, etc. Et on n'était pas du tout dans le délire stand-up ni quoi que ce soit. Et moi, je veux pas dire le cancre, c'était pas nécessairement le cas, mais ma conception en fait de la performance théâtrale, c'était j'ai envie de passer un bon moment et j'ai envie de m'éclater aussi. Du coup, j'avais très vite un peu développé cette envie de faire du stand-up ou de faire rire en tout cas. Mais comme le truc était très théâtral, en fait, on nous proposait de faire des pièces ou des extraits de pièces, et moi, j'allais vers les humoristes. Mais en fait, dans ma tête, un humoriste faisait un sketch comme s'il faisait une pièce, quoi. Donc,
dans ma tête, la première fois que j'ai fait un sketch, je devais avoir 12-13 ans. Et j'avais repris un sketch de Gad Elmaleh. Mais tu vois, aujourd'hui, on parle de plagiat et tout. Mais à cette époque-là, pour moi, c'était... Je reprends j'interprète l'œuvre de ce monsieur qui m'a vraiment fait rire, tu vois. Et c'est tellement bizarre de parler de ça maintenant, parce que vraiment, il y a un switch total de spectre aujourd'hui, puisque... Voilà, un mec qui va reprendre le stand-up, c'est complètement aberrant. Mais à cette époque-là, pour moi, en fait, je me rendais même pas compte. En fait, pour moi, dans ma tête, c'était une pièce de théâtre comme une autre. C'était comme ça que je le ressentais. Donc ouais, j'avais repris un sketch de Gad, de La vie normale. C'était le sketch de l'appartement. Et je m'étais éclaté. J'ai adoré ça. Ça, c'était un des moments où vraiment, j'avais vraiment fait rire toute une salle, avec un matériel qui n'était pas le mien, tu vois, mais avec la perspective. Mais voilà, ça, c'était la première fois. Et mais comme je te disais, donc ouais, j'ai fait beaucoup de pièces, j'ai fait beaucoup de danse, de chant et tout comme ça. Stand-up, c'était en 2000, fin 2012 ou 2013, je me rappelle plus exactement. Et c'était la première fois que le Swiss Comedy Club s'était installé au Chat Noir. Et pour nous, le stand-up, c'était Jamel Comedy Club, Gad Elmaleh, Jamel, Eric Ramsey, etc. Mais c'était un monde à part. C'était Paris. Lointain, quoi. C'était tellement lointain. Et du coup, il y avait un article sur le 20 minutes qui expliquait que le Swiss Comedy Club s'installait à Genève. On était posé avec des potes en train de boire une bière. Et il y en a un qui m'a lancé un peu un chiche, un cap ou pas cap. Et du coup, j'ai appelé le producteur du Swiss Comedy Club. Et je l'ai eu au téléphone. Et je lui ai dit, j'ai envie de faire la scène au Chat Noir, machin. Puis il m'a dit, ok, mais vous avez de l'expérience? Je dis, ouais, complètement. J'ai fait plusieurs scènes alors que c'était un gros mensonge. Et il m'a dit, ouais, je vous jouez dans 2 semaines. Et du coup, j'ai raccroché. Et j'étais, mais qu'est-ce que je viens de faire? Et du coup, j'avais 2 semaines pour écrire un sketch de 5-6 minutes. Et je ne savais ni par où commencer. J'avais aucune technique, rien. Je pouvais que m'inspirer de ce que je voyais autre part. Et je suis venu, comme c'était un cap ou pas cap, plein de gens étaient venus, de mes potes. C'était un mélange entre on te soutient, mais on vient se foutre de ta gueule parce que tu vois, jamais ça se passe mal, tu vois. Mais finalement, je me suis éclaté. J'ai rarement eu autant d'adrénaline. Il n'y a pas eu beaucoup de scènes de ma toute petite carrière d'humoriste où j'ai retrouvé le même taux d'adrénaline que ce soir-là. Je me souviens de ne pas avoir dormi pendant quasi 48 heures, quoi. Tellement c'était intense. Ouais. C'est pour ça qu'on dit que c'est une drogue. Pour nous, la scène, c'est vraiment le rush d'adrénaline qu'on a avant de monter sur scène. Après, et pendant, c'est quelque chose qui est inexplicable. Si on l'a pas fait, on n'arrive pas à mettre des mots dessus. Je pense que c'est très compliqué de mettre un mot dessus. Et ça, indépendamment, t'as une préférence petite scène, grande scène, ça change quelque chose dans ta perspective et de comment tu joues aussi? Pour moi, une scène reste une scène, que ce soit dans un resto, autour d'un burger, quoi, ça, le type d'adrénaline, il est là, c'est le même. C'est toi avec un micro, sans artifice, sans rien, qui parle et qui crée un sentiment chez les gens, une réaction chez les gens, et un vrai partage, et sans grand chose, quoi. Enfin, c'est juste toi qui es là. Et ça, c'est dingue. Et peu importe le contexte. Après, les scènes, moi, je pense qu'à terme, je suis devenu, à force de travail et de nombre de scènes que j'ai fait, je suis beaucoup plus un humoriste de cave. C'est horrible à dire comme ça. C'est ce qu'on enregistre donc dans la cave du Caustique. On est à la cave du Caustique, et moi, c'est ce genre d'intimité-là que j'aime beaucoup. J'ai fait des scènes de grande taille, et honnêtement, t'as un rush de malade du fait que tu sais que derrière le rideau, il y a 1000, 2000, 3000 personnes. En 3000, là, je me suis saucé quand même. Mais c'est ça, je pense, qui t'amène le plus d'adrénaline. Une fois que tu y es, c'est une scène comme une autre. Et après, d'autres humoristes pourraient te dire quelque chose de complètement différent. Mais mes expériences dans les grandes scènes, c'était que l'adrénaline avant, elle était dingue. Le fait d'arriver et de voir ce mur de gens, c'est dingue. Après, dans le concret de faire ton sketch, j'ai 100 fois plus de plaisir dans les petites caves où tu sens que... Moi, j'aime beaucoup regarder les gens dans les yeux, en fait. De vraiment me dire, est-ce que la personne, elle est avec moi? Est-ce qu'on a maintenant la même perspective? Est-ce que je les ai amenés à avoir le même point de vue sur le topic, et qu'on avance et qu'on va quelque part ensemble? Sur une grande scène, t'as pas du tout ça. Sur une grande scène, souvent, t'as 7 minutes pour convaincre. Il faut tabasser, il faut que les vannes soient fortes. Ouais, que ça fuse et que t'as pas le temps de fuse, et voilà. C'est un exercice très différent. Et comment est-ce que t'en es venu à être résident au Caustique, alors, justement? Comment j'en suis revenu à être résident du Caustique? C'est simple, ça demande beaucoup d'harcèlement. De leur part, bien sûr, évidemment. Non. Il faut, alors pour ceux qui nous écoutent, il faut juste être devant la porte tous les jours.
Non, elles ont ouvert le caustique il y a 4 ans maintenant, je crois. Et moi, j'étais déjà un petit peu... je tournais, j'étais déjà en résidence au Swiss Comedy Club au début, quand j'avais commencé. J'étais dans la troupe. Après, j'ai bougé. J'ai arrêté le stand-up pendant un petit moment. Mais j'ai fait la dernière de mon spectacle avant de faire une pause, en fait, ici. Et c'est là que j'ai rencontré les filles. Et puis, de fil en aiguille, ça s'est fait un petit peu naturellement. On s'est bien entendu. Et après, le concept de résidence, je pense qu'il est tout simplement venu par un mélange d'affinité et de volonté de la part des filles de servir quelque part de tremplin, de piédestal pour les locaux qui ont envie d'aller plus loin que de juste présenter 5 minutes de sketch. Et grâce à elle, aujourd'hui, on a un endroit en Suisse romande où le lieu est dédié à ça. Donc ça va être clairement l'exposition dans le monde de l'humour, etc. Ouais. Et ça nous aide énormément aussi dans l'exportation, ça nous aide aussi pour énormément de choses en termes d'image, pour la discipline, de se dire que voilà, il y a un temple de l'humour, entre guillemets, à Genève. Donc pour ça, elles ont débloqué énormément de choses. Ça nous a vraiment énormément aidé. On est 5 humoristes au style, âge, référence complètement distinctes. Et je pense que ça les a aussi motivés à se dire qu'on peut démarrer une résidence avec 5 profils qui se complètent, mais qui sont vraiment à des, avec des styles très différents, très opposés. Et du coup, nous, ça nous éclate aussi parce qu'on n'a pas l'impression de se marcher dessus, on n'a pas l'impression nécessairement qu'un cannibalise tu vois, les ventes de l'autre, ou le truc, ou la concurrence. Il y a moins de ce truc-là parce qu'on sait qu'on est les 5 vraiment... Oui, 5, voilà. Les 5 vraiment dans un créneau très, très, très différent. Et ça, je pense, ça aide beaucoup aussi pour la cohésion entre nous, quoi. Et comment vous bossez justement ? Est-ce que vous bossez ensemble entre résidents ? Est-ce que vous entraidez ? Comment ça se passe ? Vous testez vos idées entre vous ? Ouais, alors tester les idées entre nous, pas tant que ça. Pas tant que ça. Par contre, on fait beaucoup les premières parties des autres, on fait beaucoup des plateaux ensemble, donc on se donne souvent des feedbacks, des critiques, des retours constructifs. Puis on arrive maintenant à la 3e année de résidence. C'est peut-être pas duré aussi longtemps, mais avec le Covid, du coup, on a tous un peu étendu nos timings. Mais ouais, on arrive à un stade où on commence bien à se connaître. Ça veut pas dire nécessairement qu'on traîne ensemble tous les jours, hein, pas du tout. Mais il y a ce truc de, ok, je peux lui donner un feedback sans que son ego il soit froissé. Donc ça crée vraiment des échanges constructifs, parce que c'est toujours compliqué. Hein. On sait que les humoristes, souvent, on est des gens très, très égocentriques. Et donc ouais, on a atteint, je pense, ce niveau où on arrive vraiment à s'autocritiquer, se critiquer entre nous d'une manière très, très constructive, et où il n'y a pas le sentiment que c'est de l'animosité envers quelqu'un, quoi que ce soit. Et ça aide à faire monter le niveau de manière générale. Carrément. Vers le haut. Et alors, du coup, tu préfères jouer ton spectacle ou sur les plateaux d'humour où il y a un peu d'impro et... Franchement, honnêtement, j'aime les deux tout autant. C'est un exercice tellement différent. En fait, sur 10 minutes, tu peux pas installer d'ambiance vraiment. Tu arrives dans un ring de boxe, tu as 10 minutes, 5 minutes, 15 minutes, ça change à chaque fois. Et tu dois t'adapter toi à chaque fois aussi au niveau de ce timing-là, en termes de gestion d'énergie, en termes de t'assurer en fait que quelque part, quand je parle de ring de boxe, c'est vraiment de se dire t'as mis 2-3 KO et les gens vont te rappeler de toi. Et le nerf de la guerre, souvent, c'est ça. Parce que pour nous, les plateaux, c'est un exercice non seulement pour des fois tester des trucs, mais c'est surtout pour se faire voir. C'est pour se faire voir, et à terme que les gens se disent j'ai adoré sur 10 minutes, mais au-delà d'adorer, je veux savoir c'est quoi son histoire, qu'est-ce qu'il raconte, creuser etc. Un peu plus. Okay. Creuser un peu plus. Et c'est comme ça que tu retrouves ces personnes dans ta salle de spectacle après pour 1 heure. Quand tu fais ton 1 heure, l'exercice il est complètement différent. Alors il est beaucoup plus solitaire en soi, parce que t'as pas cet effet de groupe dans les loges où on est là, ils sont chauds, ils sont pas chauds, ça rigole pas, vas-y, moi je vais faire un beat, moi je vais pas faire un beat. Il y a toute cette partie-là, un peu, tu la perds, et tu te retrouves vraiment dans un exercice un peu en one-one, où c'est pour ça que souvent on retrouve que les premières parties sont souvent des amis de l'humoriste, parce que ce petit moment avant d'arrière-scène, c'est un moment où t'as besoin de quelqu'un qui te connaît, pour aussi un peu... non seulement déstresser, et puis aussi te garantir quelque part qu'il va assurer une première partie qui tient la route aussi, pour te mettre dans les bonnes conditions après, pour suivre avec ton spectacle. Parce que la première partie, souvent, c'est aussi pour faire ta pub pour ton spectacle, mais c'est aussi t'aides un peu l'humoriste qui a son spectacle à mettre les gens dans la bonne ambiance, dans le bon mindset, pour apprécier ce que tu vas leur dire après. C'est pour ça que c'est méga important d'avoir quelqu'un que tu connais, mais aussi quelqu'un qui est très proche,
Enfin, et qui va pas être trop loin de ton univers artistique aussi. Ok. Comment est-ce que tu prépares les plateaux d'humour? Ça se prépare un plateau? Genre quand t'as des scènes d'impro comme ça, vous êtes 3, 4? Alors là, par contre, il y a tous les styles. Il y a tous les styles. Chacun fonctionne très différemment. Moi, j'ai un mix où je vais souvent, si je me déplace dans une ville, je vais souvent essayer d'avoir au moins quelques références. C'est quelque chose d'un peu vieillot qui se faisait beaucoup avant, que certains ne font plus du tout. Mais que moi, c'est pas une question nécessairement de style ou que ce soit à la mode. J'adore faire ça. En fait, d'avoir cette connexion où toi, tu viens de l'extérieur et quelque part, les rires, en fait, ils te valident comme quelqu'un de chez eux, en fait, quelque part. Donc, en fait, d'avoir créé ce lien de proximité avec eux en disant je viens, je visite ta ville, je viens y jouer, tu m'y accueilles. Et moi, je prends quand même 5 minutes juste pour me renseigner sur quoi, comment, où. Et si j'arrive dans la foulée à avoir une ou deux blagues, ne serait-ce qu'une ou deux blagues, ça peut faire la différence. Juste pour aussi mettre les gens un peu de ton côté. Moi, j'adore faire ça. D'autres ne le font absolument pas. C'est vraiment, il y a tous les styles. Après, en termes de comment on prépare un 10 minutes, souvent, il y a beaucoup de styles différents. Il y en a, ils vont prendre un extrait de leur spectacle, mais un extrait très spécifique qui arrive sur un espace-temps très court, à un peu donner un avant-goût de l'univers de l'humoriste. Donc, du coup, tu mets un peu toutes les cartes quelque part. Tu donnes pas tout, mais c'est un peu c'est ta petite lettre de motif, Ouais, quoi. c'est un petit teasing, C'est un petit teasing mais un teasing qui te donne quand même un aperçu général de ton univers. Et ça, il y a pas beaucoup de gens qui le font vraiment. Il y en a qui se disent, faut que je sois drôle, donc je veux juste que j'aille tel nombre de vannes et que ça marche, etc. D'autres ont une réflexion plus stratégique de comment faire évoluer leur spectacle et profiter des plateaux pour que ça fasse un peu une espèce une espèce de synergie et que ça crée un truc qui tourne. Et là, du coup, les gens vont être plus conscients. Mais sinon, non, généralement, ça dépend de ton niveau, ça dépend de ton expérience, ça dépend de plein de choses. Il y en a qui vont faire leur hit, par exemple, ils vont se dire, mon spectacle, il fait 1 heure, et je vais prendre vraiment les 5-6 vannes qui marchent grave, et je vais les mettre tout là, puis ensuite, quand tu arrives au spectacle, les gens, ils se disent, bon, bah voilà. Ouais, t'as vu la meilleure partie, quoi. Il y a vraiment, il y a tous les styles. Okay. Il y a tous les styles. Ok, intéressant. On arrive à la dernière partie, question un peu ping-pong, donc je te pose une question, tu me réponds de manière relativement courte. Si je te dis, l'humour suisse, c'est comme, 3 petits points, comment est-ce que tu complètes? Comme un bon vin, faut laisser le temps et tu vas kiffer. Tu vas kiffer. On arrive fort. Si tu dois mettre une musique en rentrant chez toi après avoir fait une bonne scène, c'est quoi cette musique? Oh là là. Ah là, je peux te sortir une playlist, ouais. Qu'est-ce qui me vient en tête comme ça? Into Brighter Bag, je suis un très gros fan de la Motown. Et il y a des sons un peu comme ça, de vieux films aussi, qu'on retrouve pas mal, qui sont très happy vibe, tu vois. Du coup, c'est la danse de la victoire. Ouais, c'est ça, ouais. Trop classe. Ce que tu préfères dans ta vie d'humoriste? Il n'y a pas vraiment de réveil. Il y a beaucoup de gens qui le disent, mais ouais. En fait, juste le fait de ne pas avoir d'agenda fixe, quoi, de routine. Et si tu avais pu te donner un conseil quand tu as commencé? Ou quand tu t'es lancé à quitter ton job? C'est très très long. Quand tu commences, tu as l'impression que en fait, tu vas devenir le nouveau gars dans 6 mois. Il y a un truc comme ça. Je pense que ça a à voir aussi avec l'adrénaline que tu as quand tu montes. Ça donne une espèce de grinta, de motive. Bon, c'est comme tout dans la vie, mais t'as envie d'aller très très vite. Et en fait, ce qui peut se passer souvent, c'est que tu peux développer des automatismes qui sont mauvais à vouloir aller trop vite et qu'après, il faut que tu passes du temps à les débrider. D'où quand t'es plus jeune, tu fais un peu ce que tu vois. Ce serait un truc... ce serait quelque chose que je pense que tout humoriste qui vient de commencer devrait vraiment assimiler le plus vite possible. Prendre le temps. Parce que des cas de figure où t'as un mec qui met tout le monde d'accord et qui perce, ça existe, mais c'est un 0,00,1%. Et que dans la majorité des gars, des gens qui sont pas surdoués comme moi, ça peut prendre beaucoup de temps. Ça veut dire quoi d'ailleurs, être surdoué en humour? Être surdoué, c'est... je sais pas s'il y a des surdoués de l'humour. Avoir la blague facile ou avoir des bonnes idées, c'est un peu ça. Moi, je pense que c'est un mix entre une intelligence intellectuelle et émotionnelle très très élevée, mais une vraie compréhension de qui on est, et ça très vite. Ce combo-là, il peut te fracasser, il peut tout te déchirer en l'espace de 6 mois. Parce que ce genre de profil-là, on les retrouve tellement rarement que le jour où tu mets la main dessus, ça va très vite. Même que ce soit les productions ou dans le métier du showbiz, avant on avait le temps de dire cette personne-là, je vois qu'il y a un potentiel, on va travailler à long terme, on va développer. Aujourd'hui, tout le monde est dans la consommation rapide, on veut du produit fini, on veut du produit prêt tout de suite.
Mais sauf que dans l'humour, il faut que ça prend du temps, il faut se développer. Et d'avoir ces talents, ces pépites c'est rare. Quand tu les trouves, c'est bingo, mais c'est bingo très vite. Parce que cette personne-là se connaît déjà très très bien instant. Elle a un style très très précis. Et ce style-là, c'est pas une autre personne. Et c'est pas souvent qu'on les croise. On arrive à la fin. Si on veut te retrouver, te suivre, te découvrir, ça se passe où? Nadim Kane sur Instagram. Généralement, je poste un peu toutes mes dates et tous les projets qui sont en cours. Facebook pour les plus anciens comme moi, mais je l'alimente pas énormément. Et ouais, c'est à peu près avec ça que je tourne, quoi. Génial. Donc, n'hésitez pas. Cool, merci beaucoup. C'était un plaisir. On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à suivre le Caustic Comedy Club sur les réseaux sociaux et à en découvrir la programmation sur le site www.causticcomedyclub.com. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.